Merci beaucoup. Alors le microbiote intestinal, c'est un sujet très à la mode. Beaucoup d'études, énormément d'études sur le domaine. Je vais essayer de vous en faire une petite synthèse. En essayant de l'aborder sous trois aspects. L'aspect physiologie, à quoi ça sert le microbiote intestinal? On va voir que ça sert quand même à pas mal de choses. Est-ce que ça peut expliquer un certain nombre de situations pathologiques? Et puis, en dernier lieu, est-ce qu'on peut agir sur le microbiote pour essayer éventuellement de prévenir ou de guérir un certain nombre de situations pathologiques? Alors, on va commencer avec le microbiote. D'abord, ce que c'est et à quoi ça sert. Alors, le microbiote intestinal, il est différent dans chaque organe du tube digestif. Dans ce que vous mangez dans votre alimentation, il y a quelques bactéries, et ces bactéries, elles sont pour la plupart détruites par l'acide chlorhydrique gastrique, ce qui fait que l'estomac est un milieu, pas stérile, mais presque, lié à l'acide chlorhydrique. Et puis dans l'intestin grêle, le nombre de bactéries commence à augmenter, puisque c'est un endroit chaud, 37 degrés, c'est une étuve, et puis il y a énormément de nutriments qui proviennent de la digestion, et donc le nombre de bactéries a tendance à proliférer. Néanmoins, l'intestin grêle doit rester un milieu relativement pauvre en bactéries pour qu'il n'y ait pas de concurrence avec nos entérocytes pour absorber les aliments. Et c'est le rôle des sécrétions bilio-pancréatiques que de pouvoir réguler un petit peu ce nombre de bactéries, de la valvule iléocécale qui évite aux bactéries du côlon de remonter vers l'intestin grêle, et puis surtout un événement moteur du grêle très particulier qu'on appelle la phase 3 du complexe moteur migrant, qui est un grand front d'activité contractile qui vient nettoyer l'intestin grêle à la fin de chaque repas, donc 4 à 6 heures après chaque repas, pour faire la place au repas suivant et éliminer ainsi toute prolifération bactérienne. Ce qui fait que lorsque l'on parle du microbiote intestinal, on parle très souvent du microbiote colique, puisque c'est dans le côlon que ces bactéries prolifèrent. Encore une fois, il y fait chaud. Dans le côlon, le transit peut aller de plusieurs dizaines d'heures à parfois même plusieurs jours. Et donc ces bactéries vont proliférer à cet endroit-là. Alors les bactéries du côlon ont plusieurs rôles physiologiques. Tout d'abord, pour se nourrir, elles réalisent une fermentation anaérobie et produisent donc des produits de la fermentation qui sont essentiellement des gaz, du CO2, du H2, du CH4, du SH2, du NH3, qui vient un petit peu acidifier le milieu colique, et puis des acides gras chaîne courte. Alors j'ai mis en rouge ce qu'on pouvait doser en clinique courante avec donc des tests respiratoires. Les acides gras chaîne courte, c'est terriblement important parce que c'est ce qui va servir de substrat énergétique aux colonocytes. Et on connaît l'effet de cette absence d'acides gras à chaîne courte, c'est ce qu'on appelle la colite d'exclusion lorsque le côlon est exclu du circuit digestif. Et donc ces acides gras à chaîne courte ont un rôle physiologique tout à fait important. Un deuxième rôle de ces bactéries, c'est de transformer les acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires. Alors en physiologie, on pourrait se dire que finalement ça ne change pas grand-chose. En fait, on est en train de s'apercevoir que ces acides biliaires secondaires peuvent être les vecteurs d'un certain nombre de pathologies digestives, comme les maladies inflammatoires du tube digestif, le syndrome d'intestin irritable, mais aussi extra-digestives. Et il y a des études d'association très fortes qui ont été faites avec les maladies cardiovasculaires, et peut-être que l'insuffisance coronarienne est finalement tout simplement une maladie digestive. Ça va faire hurler les cardiologues. Enfin, je cite quand même le rôle des bactéries qui vont transformer la bilirubine en urobilinogène, et c'est ce qui va aider à colorer les urines que vous connaissez. Voilà, alors le rôle fondamental du microbiote, c'est de prendre la place avant que d'autres ne la prennent, en sachant que ces autres peuvent être des pathogènes beaucoup plus agressifs, c'est typiquement la gastroentérite. Mais après plusieurs gastroentérites, si vous donnez trop d'antibiotiques, eh bien, Clostridium difficile peut venir remplacer, coloniser votre microbiote intestinal. Et là, on parle de colite à Clostridium difficile, après donc un déséquilibre de notre microbiote, et c'est une situation qui est assez difficile à traiter. Alors voilà sur quelques généralités sur le plan de la physiologie. Qu'est-ce qu'on connaît de notre microbiote intestinal? En fait, on ne connaît pas grand-chose, ou du moins on ne connaissait pas grand-chose avant ces 10 dernières années. Pourquoi? D'une part, parce que le microbiote intestinal, ce sont de toutes petites bactéries qui sont 10 à 100 fois plus nombreuses que le nombre de cellules que vous avez dans le corps humain. Ça représente à peu près 1 à 2 kilos, c'est un organe à part entière. Et ces bactéries, elles sont à 80-90% anaérobies. On ne peut pas les cultiver. Les seules qu'on peut cultiver, ce sont les aérobies. C'est typiquement Escherichia coli. Toutes les autres, on ne peut pas les cultiver. Et jusqu'à ces 10 dernières années, on ne les connaissait pas du tout.
Alors, ce qui a permis de pouvoir les connaître, ces bactéries, c'est la métagénomique. Les outils de métagénomique ont permis de décoder le génome humain. Ça a pris des dizaines d'années avec des milliers de chercheurs pour décoder le premier génome de M. Watson. Aujourd'hui, avec nos techniques actuelles, ça prend 1 heure et 1 000 € pour décoder un génome humain entier. Eh bien, c'est de ces techniques que l'on s'est aidé pour décoder le génome bactérien de la flore digestive, qui comprend encore presque plus de gènes que l'homme, puisqu'il y a à peu près donc, des millions de bactéries dans le corps humain. On arrive à les regrouper quand on les séquence dans un catalogue de plus de 3 millions de gènes, et on sait que chaque sujet possède, sur ces 3 millions de gènes, entre 0,3 et 0,5 millions de gènes, et que donc chaque sujet a finalement une flore intestinale qui est assez différente. En fait, si on faisait des analyses individuelles de la flore intestinale chez chacun d'entre vous, on retrouverait à peu près 1/3 de bactéries en commun, qui sont souvent des firmicutes ou des Bacteroidetes, et puis 2/3 de ces bactéries sont très spécifiques de chaque individu, et ce qui fait qu'on a finalement une signature génétique de notre microbiote, comme on a une signature génétique de notre propre génome avec l'ADN. Alors, ce que l'on sait grâce à ces études, c'est que le microbiote intestinal, eh bien, il est acquis lors de la naissance, uniquement par voie basse, et c'est en fait le microbiote intestinal de la mère qui vient contaminer, entre guillemets, ou en tout cas repeupler, le microbiote du nouveau-né. On sait que c'est un microbiote qui est très stable dans le temps, vous allez le garder à peu près toute votre vie. Il peut y avoir des phénomènes intercurrents qui peuvent survenir, la prise d'antibiotiques, mais la flore est capable de se restaurer en moyenne entre 2 à 4 semaines. 2 à 4 semaines après une cure d'antibiotiques, votre flore redevient telle qu'elle était avant la prise d'antibiotiques. C'est une flore qui est très sensible aux modifications diététiques, puisque eh bien, elle se nourrit de ce que vous lui offrez. Voilà, alors quand on essaye de classer un petit peu tous ces millions de bactéries chez le sujet sain, on arrive à peu près à distinguer ce qu'on appelle 3 entérotypes, c'est-à-dire 3 grandes catégories de microbiotes. Vous voyez, alors c'est des graphiques évidemment qui sont absolument inexplicables en un quart d'heure, mais sachez qu'en fonction du nombre de Bacteroidetes, de Prevotella ou de Ruminococcus, eh bien vous appartenez à l'un ou l'autre de ces 3 grands entérotypes. Néanmoins, on est à l'heure actuelle, si on analysait votre microbiote individuellement, incapable de vous dire s'il est normal ou s'il n'est pas normal. Personne ne sait ce qu'est un microbiote normal à l'échelle individuelle. On commence à le deviner à peu près à l'échelle collective. Sachez également que pour toutes ces études que je vais vous montrer, d'abord ont été faites chez l'homme parce que chez l'animal, le microbiote est très différent. Et d'autre part, ce sont des études qui sont à 200, 300, 1000 malades. On ne peut pas avoir d'études sérieuses à 10 ou 12 malades. Il s'agit ici de la seule étude animale que je vais vous montrer, mais elle a le mérite de pointer l'accent sur un phénomène et un concept qui est tout à fait nouveau. On parle souvent de l'axe intestin-cerveau. Eh bien, désormais, on peut parler d'un axe microbiote intestin-cerveau, puisque chez la souris, en modifiant le microbiote, tout simplement en prenant des antibiotiques, eh bien, on arrive à modifier le comportement. On sait par exemple que la souris est une espèce qui aime bien explorer, et on a ici une cage avec une partie sombre et une partie éclairée, et les souris, ça aime bien rester à l'ombre. Eh bien, cette souris, si on lui donne des antibiotiques, la première chose que l'on s'aperçoit, eh bien, c'est qu'elle a tendance à aller beaucoup plus à la lumière, elle a tendance à bouger beaucoup plus, et en fait, ça, c'est un comportement anxieux. Puisqu'elle va beaucoup plus à la lumière, elle a un comportement exploratoire, et donc on sait typiquement que c'est un comportement anxieux. Et donc en modifiant le microbiote, on arrive chez la souris à induire un équivalent de réaction au stress, ce qui fait penser que le microbiote communique avec le cerveau pour éventuellement réguler les émotions. Alors je vous dis, tout ça c'est de la souris. Pour le moment, il n'y a aucune évidence chez l'homme qu'un tel phénomène existe, mais les études viendront peut-être confirmer cela. Alors, quelle situation pathologique peut-on mettre en relation avec le microbiote intestinal? La première, qui est assez ancienne, c'est tout simplement une anomalie quantitative du microbiote. Alors, dans le côlon, on a énormément de bactéries, mais je vous ai dit, dans l'intestin grêle, ce qu'il faut, c'est vraiment pas avoir trop de bactéries, parce que sinon, elles se nourrissent de nos nutriments, les fermentent, peuvent produire des gaz. Et donc, on sait que la pullulation microbienne de l'intestin grêle, donc c'est défini par des bactéries qui sont supérieures à 10 puissance 6 dans l'intestin grêle, eh bien ça, c'est une situation qui peut survenir
ça décline tout ce que je vous ai dit, hein, soit au cours de la prise d'IPP, soit parce qu'il y a une insuffisance pancréatique exocrine, typiquement la mucoviscidose, soit parce qu'il y a une mauvaise vidange intestinale, trouble moteur de l'intestin grêle ou syndrome de Lange-Borgne, soit parce qu'il y a une migration du côlon avec la résection de la valvule iléo-cécale, et puis enfin, ça peut survenir sans aucun facteur favorisant, comme au cours du syndrome de l'intestin irritable, puisqu'on sait qu'un malade sur 5 souffre de pullulation microbienne de l'intestin grêle, qui est très raisonnablement accessible à un traitement antibiotique, et ça se teste assez facilement. Alors, les progrès de la méthode génomique ont permis aussi de mettre en évidence des anomalies, cette fois-ci qualitatives de la flore. Alors, je vais vous parler des maladies inflammatoires du tube digestif, c'est probablement le domaine où on est le plus avancé. Et ces analyses métagénomiques ont permis d'identifier une bactérie, F. pronidii, qui serait présente chez les malades qui ont une maladie de Crohn et qui n'ont aucune récurrence de leur maladie après le traitement, alors qu'elle est absolument absente des malades qui vont récidiver leur maladie de Crohn. Et donc tout ça a conduit les auteurs à se dire que finalement F. pronidii pouvait jouer un rôle dans le traitement, ou en tout cas dans la maintenance en rémission dans la maladie de Crohn. Et effectivement, en allant plus loin, par des études de métapeptidomique, eh bien, les auteurs ont pu identifier un peptide sécrété par F. pronidii, qui est un MAM-derived peptide, et en incubant ce peptide, eh bien, on s'est rendu compte qu'il était capable de produire des effets anti-inflammatoires via NF-κB. Or, NF-κB, c'est par les gènes NOD et CARD, c'est la signature moléculaire génétique des formes génétiques de maladie de Crohn. Et donc la boucle était bouclée. On a trouvé probablement une bactérie qui permettrait, par les sécrétions peptidergiques qu'elle entraîne, de pouvoir maintenir une maladie de Crohn en rémission. Il y a des essais qui sont en cours, mais à l'heure actuelle, on n'a pas la preuve de l'efficacité clinique de cette affaire-là. Alors, autre chose dont vous allez énormément entendre, c'est le microbiote et l'obésité. Globalement, les obèses ont un microbiote qui est un petit peu différent des sujets sains, et en particulier, ils ont un microbiote qui est plus pauvre. Alors, quand je dis plus pauvre, c'est qu'en fait, ils ont le même nombre de bactéries, mais les espèces sont moins diversifiées. Et donc, c'est ce que vous voyez ici, la diversification des bactéries est bien plus élevée chez les sujets maigres que chez les sujets obèses. Et quand on regarde un petit peu la distribution de la richesse de ces bactéries, on voit qu'il y a globalement chez tous les sujets deux populations. Il y a ceux qui sont pauvres ici, qui ont peu de population bactérienne, enfin, c'est assez peu divers. Et puis vous avez sur la droite du graphique ceux qui ont une flore bactérienne relativement riche, relativement diverse. Eh bien, on voit que chez les sujets sains, ils appartiennent plutôt à cette population riche, alors que chez les sujets obèses, eh bien, c'est un peu différent. Il y en a qui sont riches. Et puis il y en a ici, c'est la courbe jaune, qui sont beaucoup plus pauvres. Et vous allez voir que ça peut avoir une importance parce que ces obèses avec une pauvre flore bactérienne, dès qu'on les met sous un régime amaigrissant, eh bien cette flore bactérienne devient beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse, alors qu'elle est finalement peu modifiée chez les malades qui ont une flore initialement riche. Et puis surtout, quand on les suit après plusieurs semaines, on voit que ceux qui ont une flore initialement riche, eh bien, vont mieux répondre au régime hypocalorique sur le plan métabolique. Ça, c'est un score d'insulinorésistance. Eh bien, on voit que ces malades vont avoir moins d'insulinorésistance que ceux qui avaient initialement une flore beaucoup plus pauvre. Donc, manifestement, la diététique, par l'intermédiaire des bactéries, peut avoir un impact différencié en fonction de notre microbiote. Concernant le syndrome d'intestin irritable, on sait depuis très longtemps qu'il y a quelque chose qui se cache dans le microbiote intestinal. Et ça, c'est des études épidémiologiques qui nous en donnent la démonstration. On sait par exemple qu'il y a des syndromes d'intestin irritable post-infectieux. Et au décours d'une infection par salmonellose, si l'on compare le nombre de cas incidents de syndrome d'intestin irritable ou de dyspepsie fonctionnelle par rapport à des sujets contrôle, eh bien, on peut voir que les malades qui ont été exposés à salmonellose développent de manière beaucoup plus importante un syndrome d'intestin irritable que les sujets contrôle. Alors, il y a eu quelques études, effectivement, qui ont étudié le microbiote intestinal de ces malades qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Et vous avez ici toutes les cartes du microbiote. Encore une fois, impossible de pouvoir les commenter en quelques minutes, mais il y a clairement des différences. Et si je devais les résumer, eh bien, chez les malades qui ont un syndrome d'intestin irritable, il y a globalement moins de bactéries d'ETS et plus de firmicutes. Mais l'histoire est peut-être un petit peu plus compliquée que ça.
puisque au-delà des différences qualitatives de la flore, on s'aperçoit aussi que la flore est différente dans les produits métaboliques qu'elle est capable de produire. En particulier, les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont moins de bactéries qui produisent des lactates et par contre plus de bactéries qui produisent des sulfates. Et si vous vous souvenez, les gaz sulfatés sont ceux qui donnent cette odeur si caractéristique aux gaz intestinaux, et ce dont souffrent les malades du syndrome de l'intestin irritable. Alors, il y a d'autres investigations qui sont à l'heure actuelle en cours, je ne vais vraiment pas vous les détailler, mais alors le diabète, l'insulinorésistance, ça fait tous les ans au moins un Nature. On sait que dans le cancer colorectal, les malades qui ont un cancer colorectal, il y a beaucoup plus de fusobactérium, toutes les études le démontrent. On sait que, toujours dans le domaine du cancer, on a besoin des bactéries digestives pour métaboliser le cyclophosphamide dans la molécule active, et on vient tout juste de découvrir les deux bactéries responsables qui vous sont indiquées ici, et on parle maintenant d'oncomicrobiotiques, puisque ces bactéries sont indispensables pour pouvoir avoir une action pharmacologique avec le cyclophosphamide. Il y a des études qui sont en cours pour voir si une association avec la schizophrénie, l'Alzheimer, le Parkinson, l'autisme, l'anorexie mentale, ça part dans beaucoup de directions, et peut-être que dans quelques années, on reviendra ici pour vous présenter des résultats positifs. Alors, le problème qu'on a avec toutes ces études, c'est finalement l'œuf et la poule, qui était là le premier. Est-ce que les anomalies du microbiote que l'on constate sont réellement à l'origine de la maladie, ou bien est-ce que c'est la maladie qui induit des modifications du microbiote, en particulier par des restrictions ou des régimes alimentaires différents, par la prise peut-être un peu plus conséquente d'antibiotiques. À l'heure actuelle, on ne le sait pas et on ne bénéficie d'aucune étude interventionnelle qui nous permette de pouvoir définir le lien de causalité qu'il existe entre les anomalies de la flore intestinale et les situations pathologiques que je viens de vous exposer. Alors on peut agir néanmoins sur le microbiote. Les probiotiques, mon collègue en a parlé, donc la définition, c'est des organismes bactériens vivants qui sont dotés de propriétés bénéfiques sur la santé de l'hôte quand ils sont ingérés en quantité suffisante. Alors dans le syndrome de l'intestin irritable, là ça a fait énormément de buzz entre guillemets. Voici une étude qui est positive, qui démontre un effet de Bifidus infantis sur les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, contrairement à le Lactobacillus salivarius qui a été utilisé comme contrôle. C'est probablement la seule étude qui soit bien faite et qui soit publiée à ce jour concernant les probiotiques dans le syndrome de l'intestin irritable. Voilà un tout petit résumé de toutes les études qui ont été publiées, il y en a des centaines, qui montrent effectivement que bon, il y a des souches qui sont efficaces, d'autres qui ne le sont pas, ça c'est du randomisé double aveugle, mais surtout, il y a une seule étude qui a dépassé 300 malades, et vous savez aujourd'hui, la FDA ou l'Agence européenne, pour valider un médicament dans le syndrome d'intestin irritable, demande au moins 2 études à plus de 300 malades. Donc vous voyez qu'on est très loin des standards que l'on impose pour un médicament dans le syndrome de l'intestin irritable. Et puis ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque l'immense majorité des probiotiques testés n'ont jamais été publiés, soit parce qu'ils n'ont jamais été testés, soit peut-être parce que les études sont négatives. Et c'est ce qui a conduit les autorités européennes et françaises à empêcher un certain nombre de firmes dans l'agroalimentaire de retirer les allégations santé qu'ils diffusaient à longueur de journée pour leurs yaourts. Autre élément sur le microbiote intestinal, la transplantation fécale. Alors ça aussi, ça fait beaucoup parler. Les malades nous demandent régulièrement comment ça se passe. Alors voilà à l'heure actuelle comment ça se présente. Vous avez ici un échantillon de plusieurs donneurs. Ça se donne soit par une sonde naso-jéjunale, soit sous forme de lavement colique. On espère que dans le futur, ça ressemblera plutôt à ça. À l'heure actuelle, il y a 2 études randomisées qui démontrent qu'effectivement, c'est efficace dans la colite à Clostridium difficile, avec un taux de rémission qui est bien supérieur lorsque on fait une transplantation de donneurs hétérologues plutôt que lorsque l'on transplante le malade avec sa propre flore. Néanmoins, il y a des études qui sont soit négatives dans le cadre de la rectocolite hémorragique, soit qui sont en cours dans le cadre du Crohn ou du syndrome de l'intestin irritable. Donc en conclusion, on a des connaissances très récentes du microbiote intestinal qui sont liées aux progrès technologiques phénoménaux que l'on a connus. Donc l'identification a été permise par la métagénomique. Je crois que le futur va surtout être lié à la compréhension à quoi sert cette flore intestinale, et ça c'est probablement la métagénomique fonctionnelle ou la métabolomique qui vont nous donner la réponse.
Le lien de causalité, attention à ce qu'on lit dans la littérature, il est très loin d'être établi pour l'immense majorité des situations pathologiques. Il est quand même établi pour la colite à Clostridium difficile. Et puis agir sur le microbiote, les probiotiques, dans le syndrome de l'intestin irritable, on commence à avoir des données extrêmement encourageantes. Dans les maladies inflammatoires du tube digestif, je pense que ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Dans le cadre de l'obésité, attention, 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 je pense qu'on raconte beaucoup de bêtises. Quant à la transplantation fécale, il y a des études en cours, encore faut-il rendre cette transplantation relativement acceptable du point de vue du malade. Juste 2-3 mots pour vous dire que tout ce que je viens de vous dire est complètement faux, puisque toutes les études que l'on a à notre disposition à présent se sont intéressées à des échantillons de sel. Donc on s'est intéressé à ce qui sort, mais on ne s'est pas du tout intéressé à ce qui se passe au niveau du biofilm. Donc quelle est l'interaction entre les bactéries qui collent à l'entérocyte et on sait maintenant, alors il y a des pros, il y a des contres, mais on sait plusieurs études qui démontrent que le biofilm est complètement différent du microbiote que l'on analyse dans les selles. Et donc ça veut dire qu'il y aura, je ne sais pas, une trentaine de natures ajoutées à la poubelle si c'était vraiment le cas. Et puis l'autre élément, c'est que le microbiote, ce n'est pas uniquement des bactéries, c'est des virus. Des virus, il y en a encore plus que des bactéries. Je vous montre ici une carte de sujets sains. C'est encore plus compliqué que le microbiote intestinal. Et puis le microbiote fongique, il y a des études là qui commencent à sortir qui montreraient qu'entre le sujet sain et puis certaines situations de maladies inflammatoires du tube digestif, il y a manifestement des anomalies de composition et d'interaction du microbiote fongique. Et donc ça nous amènera peut-être à revoir nos anciens concepts sur le microbiote intestinal. Voilà.